Totalement focus sexologie. C'est vrai que quand j'ai commencé médecine, que j'ai intercalé entre le deuxième et le troisième cycle la formation de journaliste de l'ESJ à Lille, qui ouvrait une filière journaliste et scientifique, c'était avec l'idée évidemment de faire du journalisme. Et je lui ai envoyé un mail en disant « Écoute Maya, on a fait la même école, j'ai envie d'écrire un livre qui porte sur la sexualité féminine, j'ai pensé à un titre, La revanche du clitoris, est-ce que ça t'intéresse ?» Elle m'a répondu « Oui ». En général, le matin, j'envoie à mes chefs, aux rédacteurs en chef, aux différents rédac-chefs et aux chefs de ma rubrique, société, sciences, sport, j'envoie des propositions pour dire voilà, il y a tel sujet, je vous propose une chronique sur ce sujet. Et en découvrant de chaque côté ce que j'appelle la personnalité érotique, qui n'a rien à voir avec la personnalité sociale, morale, parentale, etc. Cette personnalité érotique, si chacun la découvre, eh bien là, on redécouvre un terrain de jeu ensemble qui est formidable. Et donc, on est vraiment dans qu'est-ce qui vous plaît à vous et qu'est-ce que vous pouvez partager avec votre partenaire. Voilà. Certains aiment le camembert chocolat. Mais exactement. C'est OK. Mais bien sûr. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui, je reçois, ou en tout cas je suis reçu plutôt par docteur Damien Mascret. Bonjour Damien. Bonjour. Tu es médecin, journaliste. Comment est-ce que tu te décrirais toi ? Comment tu te... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que quand je suis ici à France Télévisions, je suis plus journaliste que médecin, évidemment. Par contre, quand j'ai la consultation de sexologie, là j'ai évidemment la casquette de médecin. D'accord. On va discuter de tout ça parce que évidemment c'est un profil incroyable. On est à France Télévisions, je t'entendais discuter tout à l'heure de préparation d'émissions, etc. C'est assez incroyable. Donc le parcours commence par des études de médecine. Mais tu viens de dire que tu étais sexologue. Est-ce qu'il y a une activité de médecine à part la sexologie ou tu es totalement focus sexologie ? Oui, aujourd'hui, totalement focus sexologie. C'est vrai que quand j'ai commencé médecine, que j'ai intercalé entre le deuxième et le troisième cycle la formation de journaliste de l'ESJ à Lille, qui ouvrait une filière journaliste et scientifique. C'était avec l'idée, évidemment, de faire du journalisme. Mais j'avais toujours été intéressé et attiré par la psychiatrie, sans jamais avoir voulu passer l'internat. Ouais. Et puis j'avais peur de trop m'enfermer en psychiatrie. Mais du coup, je suis revenu un petit peu à ces premiers amours de psychologie, au sens large, on va dire, avec la sexologie. Donc j'ai fait le DIU de Paris 5 en étant sur Paris, en étant journaliste cette fois-ci. Donc j'ai mélangé un petit peu tout. Et c'est vrai que j'ai eu le cabinet libéral, je pars un peu dans le désordre, mais j'ai eu le cabinet libéral de sexologue pendant quelques années. Et maintenant, j'ai simplement une consultation en onco-sexologie à l'hôpital américain pour des femmes qui ont été opérées ou simplement ont été traitées pour un cancer du sein. Ok, la spécialisation dans la spécialisation. C'est ça. Ok. Tu as écrit aussi des choses, puisqu'on dit médecin, journaliste, mais on peut dire écrivain ou tu te définis pas comme ça ? Oui, on peut dire auteur, même si c'est pas mon activité principale. Mais... Le malade n'est pas un numéro, et également en collaboration avec Maya Mazorette, qu'on connaît bien de Quotidien, de l'émission Quotidien, elle fait des chroniques sexo. Vous avez écrit La revanche du clitoris, c'est ça. Peut-on être romantique en levrette ? Un bon titre qui claque, je suppose qu'il fait sourire dans les écoutilles. On se tutoie depuis tout à l'heure d'ailleurs. Oui. C'est toi qui m'as donné l'autorisation. Je ne veux pas vexer l'éducation de mes parents. J'ai eu l'autorisation de tutoyer Dr Mascret qui voit tous les jours à la télé, donc tout à fait. Je m'emballe pas. Également, on n'a pas encore terminé sur les présentations. Tu es à la tête du podcast Sex O'Clock. Tu peux nous raconter... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, oui, exactement. lors d'un colloque. C'est vrai que je trouvais que manquait un petit peu cette vulgarisation de la sexologie. C'est toujours compliqué. Évidemment, quand on est dans un média mainstream, c'est compliqué. On ne va pas faire de la sexologie toutes les semaines. Et les émissions spécifiques, ciblées, là aussi, c'est rare à la télé. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage d'avoir toutes ces infos très précises parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de publications en sexologie. Et donc, dans le podcast, alors très humblement, puisque c'est des formats courts d'environ 3 minutes, j'essaie régulièrement donc de donner des infos
à la fois sur l'étude, sur la publication, et puis bien sûr en élargissant un petit peu au domaine de la sexo pour tout le monde, avec une particularité du podcast, c'est que 80% des auditeurs, je dis bien auditeurs, sont des auditeurs, parce que c'est un peu inhabituel souvent dans les podcasts. Je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que d'après en tout cas Medcheck qui produit le podcast, c'est habituellement plus féminin. Ok, donc il y a des titres par exemple, des épisodes en effet qui sont courts, ça va droit au but, il y a de la bibliographie, etc. La sexualité devient-elle plus brutale? Quelle est la sexualité qu'aiment les femmes? Quels sont les traitements pour l'érection? Ou faut-il introduire un traitement pour l'érection avant 50 ans, par exemple? Plein de sujets hyper précis, mais pour autant très populaires, qui répondent à des questions qu'on voit tous les jours en motif de consultation en médecine générale. Comment est-ce que tu construis les épisodes? Tu fais de la biblio et après un texte qui soit assez vif Oui, c'est les deux. Soit effectivement, je m'inspire un petit peu de ce que je vois dans les publis grand public. Je me dis tiens, ce thème est abordé, ça serait intéressant de l'aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Et là, je fais la biblio. Sinon, c'est l'inverse. Je fais la biblio d'abord. Je regarde les publications, les nouvelles publications. Et je me dis, tiens, ça, c'est un sujet qui pourrait être intéressant pour le grand public parce que, pour une fois, on a des données sur le sujet. Donc, allons-y, quoi. Et avec Maya Mazorette, concernant l'écriture de livres, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment se passe la collaboration? Alors, Maya, effectivement, a fait l'école de journalisme la même que moi, à l'ESJ. Alors, on n'était pas dans la même promotion. Il y avait quelques années d'écart. Mais surtout, j'ai vu son premier livre qui s'appelait Nos amis les hommes, qui m'avait fait beaucoup rire, que je conseille à tout le monde si vous arrivez à le trouver encore aujourd'hui, Nos amis les hommes. C'était ses débuts de journaliste de JRI d'ailleurs, pour France 3 à l'époque, réseau France 3. Et c'était très drôle parce qu'elle mélangeait beaucoup évidemment ses aventures intimes. On connaît le style Maya qui est très décapant. Et je lui ai envoyé un mail en disant écoute Maya, on a fait la même école, j'ai envie d'écrire un livre qui porte sur la sexualité féminine. J'ai pensé à un titre, La revanche du clitoris. Est-ce que ça t'intéresse? Elle m'a répondu oui. Et effectivement, elle m'a dit, écoute, quand j'ai vu le titre, tout de suite, j'ai accroché, je me suis dit, ça va être sympa à faire. Et effectivement, la première édition, puisqu'il y en a eu 2, de La revanche du clitoris, on a mis 4 ans et demi à l'écrire ensemble. Au début, on partait avec l'idée de j'écris, je t'envoie, tu rajoutes, tu me renvoies, et on met en caractère maigre, caractère gras pour que les lecteurs sachent qui parle. Et au bout de à peu près 2 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, on était complètement d'accord et que c'était absurde et stupide de continuer de séparer nos 2 textes. Donc, on les a mélangés et c'est devenu effectivement La revanche du clitoris, le premier livre. Une des parties compliquées de savoir si, même si on écrit à 2, il peut y avoir des divergences bien sûr. Mais ça peut être très intéressant pour le coup. On est dans les locaux de France Télévisions. Quelle est ton organisation sur une semaine type? Quelle est la part clinique, la part journalistique? Alors, j'ai simplement une demi-journée de consultation. Le reste, je suis vraiment, j'allais dire à 100%, parce que ça revient à ça, à France Télévisions. Donc, effectivement, tous les matins, moi, je commence par regarder l'actualité, le soir et le matin, l'actualité internationale et les publications. Et puis, quand je peux, je vais... là, je reviens d'ailleurs du colloque de psychiatrie, l'encéphale. J'ai pu aller à des sessions avant-hier et hier après-midi aussi. Je vais aux sessions, au colloque, ou rencontrer des experts, d'ailleurs, pour des sujets particuliers. Je pense à des sujets comme la drogue, puisqu'on va en faire un bientôt sur toute une page dans le journal de 20h sur la drogue. Et donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur les nouvelles substances utilisées. Donc, je rencontre des gens dans ce cas-là pour préparer. Et sinon, en général, le matin, j'envoie à mes chefs, aux rédacteurs en chef, aux différents rédac-chefs et aux chefs de ma rubrique, société, sciences, sport. J'envoie des propositions pour dire, voilà, il y a tel sujet, je vous propose une chronique sur ce sujet. Soyons humbles, 9 fois sur 10, c'est dans l'autre sens. C'est plutôt eux qui me demandent, on aimerait bien aujourd'hui, au journal de 13h, aux 20h, une chronique là-dessus, soit parce qu'en complément d'un sujet qu'on va faire, d'un reportage, soit à l'inverse, on voudrait une chronique sèche, en tout cas que là-dessus pour faire le point. Et puis on a aussi les contributions pour France Info Télé, qui peut aussi me demander parfois, comme il y a quelques jours sur la grippe, m'ont demandé de participer à l'émission du matin sur la grippe, donc France Info Télé, ou ce qu'on appelle des sonores, évidemment, c'est simplement qu'on m'insère dans un reportage, ce qui fait que même si je suis pas présent au journal, notamment du 12-13 ou du 19-20, la partie nationale du journal régional, je peux être présent dans un sujet où un journaliste va m'avoir interviewé. Alors en général, ça se passe effectivement ici dans les locaux de France Télé, sur la passerelle, comme on dit. C'est un peu toujours le même fond. J'en suis désolé, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est pour une intervention rapide, ponctuelle, très précise sur un point de leur reportage, quoi. Ok. Alors, plein de questions. Finalement, la démarche, elle est très universitaire, entre guillemets, ou en tout cas scientifique. Tu vas chercher des informations, de la biblio, etc.
Est-ce que c'était un profil que tu avais déjà au sein des universités, ce côté-là ou pas? Oui, alors c'est vrai que je consommais énormément. Je pense que je sais pas, c'est moi qui devais être le leader de la photocopieuse à la fac de Lille. Effectivement, toutes les semaines, et je photocopiais les articles qui m'intéressaient dans le New England, dans le Lancet, dans le JAMA, dans le JIM à l'époque. Il y avait le JIM et puis le BMJ. Voilà, je lisais ça et je regardais tous les articles qui m'intéressaient. Je me souviens d'ailleurs avec le professeur Botters en hémato une fois d'avoir contesté un petit peu dans une question qu'on avait eue, une QR, pourquoi on n'avait pas parlé de telle étude. Il m'avait répondu gentiment parce que en plus j'étais effectivement représentant des étudiants, en tout cas vice-président à la formation de la corpo de médecine. Il m'avait répondu gentiment, Mascret, si jamais on intégrait les nouveautés dans les questions, vous hurleriez tous parce qu'aux examens tout le monde se planterait. Donc restons un petit peu calmes et tout. Enfin bon, on avait rigolé avec ça, mais de fait j'étais très accro déjà à l'actualité scientifique, quoi. Intéressant parce qu'il n'y a pas finalement qu'un seul parcours PUPH, etc. C'est quelque chose que tu n'as pas voulu faire finalement en fait dans l'hôpital. Dans la démarche et dans le cloisonnement hospitalier finalement. Oui, c'est vrai que alors pour le côté intellectuel, j'avoue que je trouvais ça très satisfaisant et pourquoi pas les carrières universitaires. Les spécialités m'ont pas intéressé parce que j'avais peur effectivement d'être enfermé dans une spécialité et je voulais rester un peu généraliste. Je voyais un peu ça plutôt comme et je vois toujours ça d'ailleurs comme journaliste correspondant de guerre. Voilà, sur la guerre entre la maladie, entre le mal et le bien, les frontières progressent. Parfois, on perd du terrain, parfois, on en regagne. Parfois, il y a des ennemis majeurs qui interviennent. Je pense au Covid, évidemment. Et ça y est, c'est la bataille. Et donc, il faut quelqu'un pour raconter ça, pour aider le grand public à faire face à la fois, finalement, avoir les conseils les plus avisés possibles, donc documentés, solides, robustes, et puis en même temps, garder un œil sur ce qui est étonnant, stupéfiant, puisque notre cerveau aime la nouveauté, aime découvrir, aime apprendre. Et en médecine, on n'arrête pas de découvrir des choses fascinantes, donc partager un peu ça avec le public. Et donc c'est vrai que la carrière universitaire, en tout cas l'image que j'en avais, les représentations que j'en avais, mais enfin ma femme étant prof d'université, je me rends bien compte que j'étais pas si loin de la vérité. Ça me paraît quand même être un parcours du combattant qui est quand même très, très contraint, très contraignant, alors que moi j'ai une liberté quand même incroyable. C'est vrai que moi, pour être pas forcément hyper fan non plus de la démarche universitaire, de son cloisonnement, de la rigueur, pas que scientifique, du côté très littéraire de la démarche, ton poste à toi paraît incroyablement libre. Tu vas chercher le sujet, ou parfois on te le demande, mais en tout cas, c'est diversifié. En plus, il y a cette excitation de présenter à un maximum de monde. Oui. On en discutait avec le professeur Verdoux. Parfois, les publications scientifiques, elles tombent on ne sait où, elles sont très peu lues, elles sont très peu accessibles. C'est quand même hyper kiffant de passer aux 20h et de parler à ces milliers, ces millions de téléspectateurs. Alors, j'avoue que c'est pas la partie qui m'impressionne le plus. Effectivement, c'est un peu par hasard finalement que je me suis retrouvé à être dans la télé. Moi, mon média préféré, c'est la radio, puisqu'on a la voix. Je prêche un convaincu, mais la voix permet quand même de faire passer des tas de nuances intéressantes. Et la radio, on a souvent un peu plus de temps que à la télé. On en parlera peut-être, mais la vulgarisation en 1 minute 20, c'est vrai que c'est un challenge à chaque fois. Intéressant, excitant, mais quand même très contraint. Alors que la radio donne quand même plus de liberté. Et c'est vrai que mon idée était beaucoup plus à la fois comme je disais, de faire partager des découvertes, des choses intéressantes, mais en même temps d'être sur le côté qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Parce que ne pas confondre l'aiguille des minutes avec l'aiguille des heures. Parler d'un petit risque, par exemple, alors qu'à côté, on a un énorme risque comme le tabac, par exemple, je trouve que c'est un peu ridicule. Voilà. Donc, je ne vais pas m'emballer pour ce genre de choses. Donc, j'essaie aussi, dans le choix des sujets, de remettre un petit peu de nuance par rapport à ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un truc intéressant. Autant dans la démarche universitaire, on va se baser beaucoup sur les publis, effectivement, ou sur les travaux qu'on aura réalisés. Autant dans le journalisme, on s'autorise toutes les sources. Et toutes les sources peuvent être intéressantes, y compris, je pense, à un chercheur qui n'aura pas encore publié. Ça ne veut pas dire que c'est valide, mais en tout cas, ou des hypothèses qu'il va émettre et qu'il n'aurait pas mis sur le papier parce qu'il va rester sur des choses sûres. Les témoignages des patients, des choses comme ça. On peut vraiment multiplier les sources, comme en sexo en particulier, où là aussi je lis beaucoup d'études, tout le monde peut avoir une expérience, apporter quelque chose. On peut tirer aussi bien du côté de la littérature que du cinéma, que du théâtre. Bref, toutes les sources sont bonnes à prendre. Et c'est vrai qu'on ne se contente pas de la source universitaire. Incroyable.
moi je trouve ça incroyable. Du coup, on parlait de ta semaine type. Tu te tiens prêt à tout moment à devoir présenter quelque chose aux journaux télévisés ? C'est ça, chaque jour, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ce qui est particulièrement excitant, c'est qu'effectivement, on commence le matin, alors on peut lancer des idées, etc. Mais en cours de journée, ça peut changer. En cours d'après-midi, il peut se passer quelque chose, il peut y avoir un besoin. Donc, chaque jour est complètement différent. C'est vrai que je trouve là une variété que j'avais pas quand je remplaçais en médecine générale, par exemple. Comme tout le monde le sait, certaines journées sont un petit peu monotones. Alors évidemment, dans la journée, il se passe parfois des choses intéressantes, un petit peu nouvelles. Je parle sur le plan intellectuel, médical. Évidemment, sur le plan humain, c'est toujours satisfaisant. On rencontre des gens, on échange, ça c'est la satisfaction constante. Mais il y a parfois une petite musique de monotonie. Je parle même pas en période d'épidémie, ou alors là, n'en parlons pas. 9 personnes sur 10 qu'on voit pour la grippe, c'est la grippe. Enfin, en tout cas, un syndrome grippal. Alors que là, non, chaque journée est vraiment très différente et avec toujours ce petit challenge qui est-ce que cette info est solide ? Est-ce qu'elle est valable ? Est-ce qu'elle est nouvelle ? Prudence, évidemment, si ça change un petit peu de ce qu'on pensait d'habitude. On ne va pas se contenter d'une seule étude. Est-ce que l'équipe est robuste ? Mais même les équipes robustes se trompent parfois. Donc, il y a un petit peu cette évaluation de la qualité de l'info médicale scientifique qui est vraiment très intéressante chaque jour, quoi. Et du coup, tu disais que c'était pas la grande peur quand tu devais passer à l'antenne, mais il faut quand même avoir un discours hyper solide, encore une fois, sur le plan bibliographique, etc. T'as combien de temps pour préparer une intervention ? Alors, c'est vrai que la première solution pour pas être stressé quand on prend la parole à l'oral, on dit toujours, c'est d'avoir préparé. Ouais. Et ça, c'est vrai. Je prends toutes les interventions au sérieux, c'est-à-dire que je prépare, même sur les sujets que je connais, je vais préparer, je vais relire, je vais revérifier. Donc c'est vrai que voilà, il y a un énorme travail de préparation et c'est ce qui permet de diminuer le stress au moment d'avoir une intervention très courte en direct. Évidemment, on peut pas se reprendre. La parole est dangereuse puisqu'elle ne se reprend pas, disait Breton, et c'est vrai, une fois qu'on a dit quelque chose, que ça soit une connerie ou pas, c'est dit. Donc on peut pas la récupérer. Donc la préparation est cruciale et c'est effectivement un petit peu la course contre le temps tous les jours. Donc j'ai beaucoup effectivement, j'ai un carnet d'adresses, donc beaucoup d'experts. D'accord. Que je sais pouvoir solliciter avec une réaction rapide, une réponse très rapide. Et quand je dis rapide, ça peut être parfois un quart d'heure avant d'être en plateau. Je peux avoir préparé une chronique et je vais avoir simplement l'expert que je voulais un quart d'heure avant, un petit échange rapide pour avoir un nouvel angle d'éclairage sur ce que je voulais dire. Alors évidemment, je vais toujours rester prudent dans ce que je dis, mais en tout cas, ça peut parfois un petit peu modifier ce que je voulais dire. Et le temps, ça dépend effectivement à quel moment l'info tombe et à quel moment la rédaction veut que j'en parle. Et bien sûr, il y a aussi le vrai direct, enfin je dis le vrai direct, qui était à l'époque du Covid, où effectivement on répondait aux questions des téléspectateurs. Donc là, c'était beaucoup plus rapide. Justement, j'allais parler de cette vague, autant épidémiologique que médiatique. Tu sais que personne n'a envie d'en reparler. Non, mais pour toi, ça a été une période compliquée parce que excitante à fond côté scientifique, côté découverte d'une maladie émergente. Mais on a vu tout ce que ça avait entraîné sur le plan sociologique. Est-ce que tu as eu des moments difficiles ? Est-ce qu'on t'a reproché des propos ? Est-ce que tu as dû faire face à des gens qui tiraient de l'autre côté ? Alors non, je dois dire que ça s'est plutôt bien passé pour moi professionnellement. Effectivement, j'ai pas eu de gros clashs, de grosses oppositions. Enfin, quand je dis pas de grosses, en fait, j'en ai pas eu, si ce n'est ce qu'on a vu un peu partout, qu'on pouvait être en désaccord. Mais globalement, c'est vrai que c'était une période très intense, puisque de 7h du matin à 23h30 ou minuit, quand je me couchais, je baignais dans le Covid. Je lisais, je sais pas combien de dizaines d'études tous les jours. C'est vrai qu'on avait medRxiv et les publications en flux continu là-dessus. Donc entre les publications, les autres experts, les experts, moi n'étant pas expert, mais les experts cette fois-ci, infectiaux, épidémiaux, immuno ou autres, je les écoutais dès qu'ils intervenaient, le matin, le soir, dans la journée. J'avais toujours plusieurs ondes ouvertes. Donc j'accumulais, j'absorbais toutes ces sources d'informations pour rester le plus informé possible, on va dire, et rester vraiment sur le front, quoi. Et avoir une bonne vision à la fois macro et micro, puisque quand il y avait une publi, toutes les attentions étaient attirées dessus, mais il fallait garder quand même une vision le plus globale possible. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une période où on avançait au début avec une lampe de poche, on éclairait et on savait est-ce qu'il faut prendre ce chemin, pas y aller. Puis petit à petit, ça s'éclairait un peu mieux, on voyait un peu plus. Et donc, de vraiment avec ce souci toujours de dire aux gens, aux téléspectateurs ou aux lecteurs du Figaro, puisque pendant les 6 premiers mois, j'étais encore à la page santé du Figaro, de dire aux lecteurs, voilà ce qui est important pour vous de savoir aujourd'hui, c'est ça.
Alors pas tant pour les rassurer que pour les informer, parce que je reste persuadé que quand on est bien informé, on est rassuré. Mais le but n'est pas de rassurer. C'est un peu différent, effectivement, de la démarche médicale où on a souvent tendance, en tout cas en thérapeutique... L'approche verticale un peu réassurante. Ah oui. Alors que là, non. Là, on est avec. On n'est pas dans l'autre sens. Totalement. Ok. Concernant la sexologie, ouais. Quel est ton constat ? Pourquoi est-ce que tu as voulu partir vers cette spécialisation ? On sait que nous, côté enseignement initial et même continu, c'est assez pauvre. Oui, j'ai eu 2 heures, moi, en troisième cycle. Moi aussi. Quel est ton constat ? Quelle est ton affinité ? C'est une affinité particulière, en fait Oui, alors moi, j'étais très intéressé par la psychologie et la psychanalyse quand j'étais plus jeune. J'ai dû dévorer des dizaines et dizaines de livres de psychanalyse, y compris, bien sûr, les livres de Freud, etc. Et puis ensuite, j'ai vu en psycho qu'il y avait beaucoup de livres qui concernaient des mécanismes psychologiques qui avaient des applications ou des intérêts, enfin que les connexions n'étaient d'ailleurs pas toujours faites entre le monde de la sexologie, de la psychanalyse, de la psychologie, des neurosciences, des pathologies évidemment où il y avait un retentissement. Et donc ça m'attirait effectivement vers la sexo en me disant tiens, c'est un domaine un peu inexploré. Où on peut peut-être apporter quelque chose ou enrichir un petit peu le domaine. Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait la formation du DIU. Alors, peut-être plus par curiosité au début qu'avec l'intention d'exercer éventuellement comme thérapeute. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était passionnant effectivement parce qu'il y avait les aspects beaucoup plus larges que simplement la sexualité, mais enfin au sens large, c'est-à-dire l'environnement, les conditions. Alors on parle beaucoup aujourd'hui du consentement, mais déjà dès les années 2000 et 90 même, on parlait de la situation des personnes. Quand on est en situation vulnérable, fragile, c'est compliqué dans la sexualité. Et puis le retentissement des maladies. Tout ça fait que j'ai ouvert le cabinet effectivement pendant quelques années en libéral de sexo, en même temps que j'étais consultant pour la radio, Europe 1, RTL, je faisais des interventions en sexo. Et avant de repasser cette fois-ci en presse écrite complètement, d'abandonner le cabinet libéral parce qu'on ne peut pas faire les deux malheureusement, 2 jours et demi par semaine, 2 jours et demi d'un côté et de l'autre, c'est pas possible. Les libéraux le savent, moi je le savais pas, dans ma grande naïveté, je pensais que ça pouvait être rentable de travailler 2 jours et demi. Je savais pas que 2 jours et demi on payait ses charges et qu'on gagnait pas d'argent. Donc au bout de 2 ans j'ai dit bon c'est pas raisonnable. Donc là je suis repassé complètement côté journaliste et simplement en gardant cette consultation, cette demi-journée par semaine. Tu parlais de plein de choses intéressantes, psychologie, neurosciences, etc. La sexologie, c'est d'abord la prise en charge de 2 personnes qui vivent dans un microcosme, dans un couple, mais aussi dans une société. Est-ce que être sexologue, c'est avant tout peut-être être sociologue du monde qui nous entoure et de comprendre 2 personnes qui vivent ensemble, mais parce qu'elles vivent dans une société. Oui, c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a beaucoup passionné dans la sexologie. C'est il y a un grand humanisme dans la sexologie, puisque on considère vraiment l'individu dans son environnement. Voilà, on vient pas tout seul, on n'est pas tout seul dans un lit, on est à 2 ou à 3 d'ailleurs, ou à 4 ou à plus. Mais en tout cas, on est aussi avec son passé, son histoire, son éducation, le milieu socioculturel évidemment dans lequel on a baigné, et effectivement les représentations de la société. Ce qui nous a poussé à faire les livres avec Maya Mazoret d'ailleurs, toutes les représentations sociales et toutes ces normes qu'on a internalisées sans même s'en rendre compte. On se dit que c'est normal de faire comme ça, c'est pas normal de faire ça, avant d'apprendre effectivement en sexologie à se découvrir son couple, découvrir ce qui peut nous épanouir. Alors certes, l'OMS dit bien que la santé sexuelle fait partie de la santé globale. On le répète souvent en première diapo quand on fait des présentations en sexo. Mais soyons honnêtes, la sexualité peut prendre une part assez faible dans un couple, mais quand il y a des difficultés, des problèmes, ça devient une part immense. Et parfois, d'ailleurs, ça peut faire éclater un couple. Donc, il faut absolument pas minimiser. Et je trouve ça dommage, et les stats le prouvent, pas la dernière enquête sur la sexualité des Français, mais la précédente de 2006, publiée en 2008, contexte de la sexualité en France, on voyait très bien que 95% des gens disaient, même interrogés à froid, si vous aviez des difficultés sexuelles, à qui en parleriez-vous ? Médecin généraliste, sexologue, urologue, gynécologue, psychiatre, etc. 95% en parlaient à personne. Voilà. Okay. Donc en gros, on en parle peut-être à des proches amis, mais on reste un petit peu avec cette difficulté, c'est dommage. C'était ma question suivante. Nous, dans notre cursus, encore une fois, on l'apprend très peu et on voit les sciences humaines en première année, ça fait partie du concours, mais après, finalement, on les laisse tomber.
la médecine générale, même si elle se dit la moins technique de toutes les spécialités, est-ce qu'on n'est pas encore trop technique avec des examens cliniques, avec des diagnostics très, très, très techniques, très spécifiques, avec aucun enseignement reçu sur cette part de sociologie, de psychologie? Est-ce qu'on ne passe pas à côté d'un enseignement majeur dans notre cursus pour pouvoir accueillir ce genre de motifs de consultation? Moi, personnellement, je pense que je n'ai pas les éléments sémiologiques ou les termes ou le recul pour bien appréhender une consultation sexologique, même ne serait-ce que les prémices et après envoyer à quelqu'un. Oui, tu as complètement raison. D'ailleurs, quand là aussi, on a des études qui ont bien montré que pourquoi la question n'est pas abordée par les soignants, eh bien parce que on n'est pas suffisamment à l'aise, non pas forcément avec sa propre sexualité, mais en tout cas à l'aise avec le sujet, parce qu'on sait qu'on n'a pas acquis les compétences suffisantes. On a peur d'être trop intrusif, par exemple, que parfois on a des représentations, et on l'a bien vu dans les enquêtes sur la sexualité, Vican 2, Vican 5, c'est-à-dire 2 ans après le cancer, 5 ans après le cancer de l'INCa, que la moitié, notamment des femmes pour le cancer du sein, ont des troubles de l'orgasme, des troubles de l'excitation, des troubles du désir qu'elles n'avaient pas avant le diagnostic de cancer. Et elles les ont 2 ans après, elles les ont encore 5 ans après, parce que finalement, personne s'en occupe. On a considéré que ce n'était pas le problème primordial. Alors peut-être qu'effectivement, à chaud, ça n'est pas la priorité, mais que 5 ans après, on ait encore autant de problèmes, ça montre bien qu'il y a une réticence. Alors que du côté des patients, là aussi, quand on les interroge, on voit bien qu'ils s'attendent à plusieurs choses. Ils s'attendent d'abord, évidemment, à la confidentialité, encore plus que dans le domaine médical, parce que là, c'est le domaine de la sexologie. Il faut considérer que c'est quand même un domaine de fragilité, très intime, où on peut se sentir vulnérable, et ça se comprend. Ils attendent du médecin de la compétence, mais en premier, ils mettent de l'empathie, de la chaleur. Donc, ils s'attendent au moins à être accueillis dans cette plainte. Donc, soit que le médecin, le soignant, quel qu'il soit d'ailleurs, pose la question, et dans votre sexualité, est-ce que vous avez des difficultés Oui, ça allait être mes questions. Est-ce que tu as des questions brise-glace c'est vraiment celle-là. C'est vraiment... Alors, quand c'est posé de façon naturelle, comme faisant partie du bilan global, ça passe très bien. Est-ce que vous avez des difficultés? La personne répond oui ou répond non. Si elle répond oui, écoutez, vous savez que c'est pas ma compétence, mais par contre, je peux vous conseiller ou vous adresser à quelqu'un. Même si on ne fait que ça, on a légitimé la question, l'interrogation, la problématique, et on a ouvert la porte, en tout cas. Et même à ceux qui vont répondre non, d'ailleurs, ils savent qu'on a posé la question, donc ils savent que on crée la case. Voilà, le sujet peut être abordé. Peut-être que la prochaine, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, quand ils auront des difficultés, ils sont avec lui ou elle, je peux en parler. Et voilà, et on adresse à quelqu'un, tout simplement. On n'est pas obligé d'être compétent en tout. Aussi. Et puis on peut améliorer ses compétences, évidemment. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'en médecine générale, on est censé être le détecteur, ouvrir toutes les portes possibles, etc. Mais je pense qu'en sexologie, il faut créer la porte. Elle est pas, dans l'enseignement, elle n'est pas encore créée, cette porte. Et tous les médecins généralistes qui sortent du cursus actuel, je pense, n'ont pas du tout les éléments pour ne serait-ce que déverrouiller des situations. Oui, et puis il y a les représentations. On voit bien que, là, pour le coup, la dernière enquête sur la sexualité des Français montre bien que les sexagénaires, les septuagénaires, les octogénaires ont encore une vie sexuelle. Et donc, il n'y a pas une question d'âge, il n'y a pas une question d'être forcément jeune ou en bonne santé. Là aussi, on peut être malade. On peut même être en fin de vie et avoir encore envie de stimulation sexuelle. Donc, il n'y a vraiment aucun... C'est pas à nous de mettre les limites. Les patients les choisissent. Mais en tout cas, leur ouvrir la porte, leur tendre la perche, sans forcément aller plus loin si on n'est pas à l'aise, mais au moins le faire. Quoi. Alors, je voulais parler d'une notion de nouvelle de couple. J'écoutais le podcast Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel pour Arte Radio. Incroyable podcast. Elle y fait intervenir Irène Théry, sociologue. Je ne sais pas si tu la connais. Je ne l'ai pas lu, mais je connais le nom. C'est une sociologue qui se penche sur la vie de couple, et notamment la création du couple, mais aussi les séparations. Elle parle des égalités hommes-femmes et que le couple a changé. Alors, on parle beaucoup d'évolution très récente, mais il y a quand même une notion qui se dessine apparemment depuis les années 1965, qui dit que elle évoque le fait que le couple a évolué en fonction de la place de la femme, avec un couple dicté par le patriarcat qui a glissé maintenant vers un couple dit discussion, un couple conversation, un couple duo. Et elle fait la comparaison avec le duo d'un chant ou d'une chanson où les deux doivent être en accord, entre guillemets. Est-ce que tu partages cette idée et quelle est la part de cet égalitarisme dans l'apparition de nouveaux problèmes de sexologie, en fait?
Alors, c'est vrai que, évidemment, que les grandes tendances influent individuellement sur notre façon d'être, de se comporter, de vivre notre couple. C'est mis à côté du comportement, des représentations des partenaires. Tous les éléments sont à prendre en compte, évidemment. Et les grandes tendances jouent un rôle. Et effectivement, il y a des modèles de couple qui s'imposent plus ou moins. Et le couple plus égalitaire, on va dire, là aussi, est beaucoup plus fréquent. Ça ne cache pas une réalité qui est que beaucoup de couples fonctionnent encore à l'ancienne, avec effectivement une hiérarchisation, avec un homme qui est plus dominant, qui mène la danse, qui est plus demandeur aussi. Mais ça, c'est dans les troubles du désir, on voit bien que le désamorçage se fait beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Je me méfie toujours quand je dis les femmes, les hommes, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de contre-exemples. Donc chaque couple est individuel. Là, c'est la gym entre le journaliste qui parle à tout le monde, et puis quand on est en thérapie, on parle simplement à la personne en face et au couple en face. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur ça et sur le fait qu'effectivement, les couples, on forme aujourd'hui beaucoup de couples. On peut être un couple social, on peut être un couple parental, on peut être un couple amical, on peut être un couple érotique et sexuel. Bref, on forme beaucoup de couples et parfois, d'ailleurs, certaines bulles, je les vois comme ça, peuvent disparaître au fil du temps. On peut très bien rester un couple parental, social, amical et ne plus être un couple sexuel, tout en restant d'ailleurs un couple amoureux, par exemple. Là aussi, il faut détacher un petit peu, vous m'entendrez rarement, ou alors c'est vraiment une erreur, employer le terme de faire l'amour, parce que je considère qu'il faut arrêter de lier, de contraindre, de mettre l'injonction des sentiments avec la sexualité, ce que ne font pas les ados, mais ce qu'on oblige quasiment. De somatiser des sentiments, en fait. Bah voilà, exactement. Ouais. Alors pour les filles, on a tendance à l'imposer comme modèle. Les garçons s'en débarrassent très bien, mais je trouve que là, c'est une injonction qui est finalement absolument arbitraire. On a le droit d'avoir une sexualité dissociée des sentiments. On peut préférer les associer tous les deux, évidemment. Là aussi, chacun doit trouver le modèle qui lui convient pour son épanouissement avec son ou sa partenaire. Donc, c'est vrai que ces modèles, ces tendances sont importantes au niveau, j'allais dire, de la population, de ce qu'on va voir comme troubles plus fréquents, des consultations. On voit maintenant, quand j'avais le cabinet libéral, je voyais des jeunes couples, soit jeunes d'ailleurs, 24-25 ans par exemple, soit jeunes parce qu'ils avaient 60 ans mais ils étaient ensemble depuis 1 ou 2 ans, qui venaient consulter parce que sur ce plan-là, ça n'allait pas comme ils voulaient et ils considéraient qu'il fallait pas baisser les bras et que c'était pas tout le reste allait bien. Si on va bien sur tous les autres plans, pourquoi se priver de la sexualité? Donc ça, c'est des tendances nouvelles qu'on voyait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne consultait pas pour ça, quoi. Maintenant, on le fait. Donc oui, il y a aussi des influences socioculturelles importantes. Donc en fait, on peut dire que la sexualité, c'est une sorte, elle est autant impactée que d'autres thèmes de la vie de couple par cette position de la femme et de l'homme qui se sont un peu équilibrés. Je dis un peu parce que beaucoup reste à faire. Mais c'est une sexualité des années 2020 avec la nécessité de décortiquer et de déconstruire beaucoup de choses pour surtout côté, je pense, garçon. Alors je veux pas dichotomiser, mais il y a une déconstruction nécessaire pour comprendre que on est un couple duo et pas un couple déséquilibré, vertical. Oui, complètement. Il y a effectivement un travail des deux côtés qui n'est pas le même. Pour les hommes, effectivement, réenvisager la sexualité comme un partenariat, comme quelque chose qui se fait en équipe, comme on ferait du sport ou un jeu de société. Voilà, on est dans une activité ludique, de loisir, de détente, récréative. Traitons-la comme ça, quoi. Moi, je prends souvent aussi la métaphore du restaurant pour expliquer à certains couples un peu trop traditionnels ou rétrogrades d'ailleurs, disons-le, vous n'obligez pas votre femme à manger, vous choisissez pas le plat pour elle au restaurant, quoi. Alors là, la difficulté, c'est que dans la sexualité, c'est un domaine où on est obligé de se mettre d'accord. C'est-à-dire que c'est valable aussi pour l'argent, c'est valable pour où on va en vacances, c'est valable pour les beaux-parents, l'éducation des enfants. C'est des terrains sur lesquels le couple ne peut pas fonctionner chacun de son côté. Il faut se mettre d'accord. Donc en matière de sexualité, oui, on est obligé de trouver un accord. Et donc, cette idée de trouver un accord est d'autant plus aussi importante chez les femmes, cette fois-ci, qui ont été très peu interrogées sur quels sont vraiment vos kiffs, c'est quoi vraiment qui pourrait vous exciter.
Ne serait-ce que de réfléchir à ça. Alors moi, je leur fais passer beaucoup de tests, ou je leur fournis beaucoup de tests pour redécouvrir un petit peu leur propre érotisme, pour qu'elles puissent se découvrir et se dire, après tout, oui, moi, ça pourrait me plaire, ça pourrait m'exciter. Et puis la différence entre ça pourrait m'exciter, mais j'ai pas envie de le faire, c'est juste fantasmatique, ou oui, après tout, à l'occasion, si les circonstances sont favorables, pourquoi ne pas essayer? Et en découvrant de chaque côté ce que j'appelle la personnalité érotique, qui n'a rien à voir avec la personnalité sociale, morale, parentale, etc. Cette personnalité érotique, si chacun la découvre, eh bien là, on redécouvre un terrain de jeu ensemble qui est formidable. Et donc, on est vraiment dans qu'est-ce qui vous plaît à vous et qu'est-ce que vous pouvez partager avec votre partenaire. Une question, c'est comment se mettent en place les déséquilibres des intentions sexuelles dans un couple. Pourquoi, finalement, on pense être à l'équilibre et OK sur les intentions de chacun au début, et on voit qu'un truc se décale, s'installe, s'amplifie. Comment ça se met en place en fait? Alors, pourquoi ça se met en place? Oui, c'est vrai que ça a été un des piliers de mon dernier livre sur le cycle du désir. C'est cette idée finalement qu'il faut veiller à l'excitation. Que pour notre cerveau, ce qui est excitant, c'est ce qui est nouveau. Mais ce qui est nouveau, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut changer de partenaire, évidemment, à chaque rapport sexuel. Ça veut dire qu'il faut que chaque rapport sexuel garde un caractère de surprise. Je dis toujours, vous pouvez peut-être pas remplacer la nouveauté à chaque fois, mais vous pouvez quand même surprendre toujours votre partenaire, c'est-à-dire ne pas avoir le même scénario. Des sociologues, Simon et Gagnon, avaient parlé dans les années 70-80 des scénarios sexuels. On avait un peu un script, ils parlaient de script sexuel pour dire, vous voyez, on a tendance à fonctionner un peu toujours de la même façon. Et c'est vrai que souvent, une des questions que je pose, c'est est-ce que comment s'est déroulé votre dernier rapport et comment s'est déroulé l'avant-dernier? Souvent, il n'y a pas tellement de différence entre l'avant-dernier et le dernier, jusque dans l'enchaînement des gestes. Donc je dis toujours, là, il suffit simplement, vous avez l'intention de faire un geste, faites autre chose. Le cerveau de votre partenaire va dire, tiens, je m'attendais à quelque chose, j'ai une surprise. Et on sait très bien que c'est l'écart entre l'attendu et ce qui se passe qui déclenche la sécrétion de dopamine, cette fameuse hormone qui fait du bien, donne du plaisir, et surtout une hormone qui joue dans la motivation. Et pourquoi? Eh bien, on a un désamorçage parfois du cycle du désir chez l'un des deux. Eh bien, parce que le rapport sexuel n'est plus excitant, n'est plus surprenant. Il est satisfaisant, il peut même y avoir des orgasmes à chaque fois, pourquoi pas, mais n'empêche qu'il n'y a plus cet élément de surprise. Et anticipable? Qui est anticipable ou qui ne l'est pas? Parce que là, justement, il faut le garder pas anticipable. Oui, c'est-à-dire que si on anticipe ce que va faire l'autre, si on anticipe que l'homme qui a commencé la pénétration n'arrêtera pas la pénétration avant d'avoir éjaculé, évidemment qu'il n'y a plus de surprise. Si d'un seul coup, le partenaire n'a pas éjaculé mais arrête la pénétration et fait autre chose, l'autre va être complètement surpris. La première fois. Enfin bref, à chaque fois, le simple fait d'introduire des ruptures dans les scénarios fait qu'on surprend l'autre. Alors, c'est beaucoup plus facile quand on a exploré sa personnalité érotique et qu'on a un petit peu le vaste menu de tout ce qui pourrait nous plaire ou tout ce qui pourrait plaire à notre partenaire, parce qu'on peut jouer sur autre chose. On dit, tiens, je fais pas ça, mais je vais faire ça. Ah, tiens, je sais qu'il ou elle aime ça, tiens, je vais faire ça. Donc, on a un champ, un territoire de jeu immense qui va maintenir cette surprise. Et ma théorie, mais qui n'est pas ma théorie seulement, puisqu'on a beaucoup d'études qui le montrent, c'est que pour maintenir l'excitation, il faut maintenir l'inattendu. Et si on maintient l'inattendu, on maintient des tas d'autres éléments. On maintient aussi la présence dans l'instant, alors que certains ont des troubles sexuels parce qu'ils s'absentent pendant le rapport sexuel. Ça est devenu tellement monotone que c'est ce que j'appelle l'autoroute de l'orgasme. Vous savez, quand vous pouvez entrer, vous pouvez vous endormir, vous sortirez au moment de l'orgasme, et voilà quoi. Vous êtes en toute confiance en plus avec un partenaire habituel. Alors là, on parle des couples effectivement équilibrés, où il y a du respect de l'un et l'autre. Voilà, on sait qu'on est en confiance et en sécurité. Évidemment qu'on peut un petit peu être dans ce flot. Voilà. Et il n'y a pas un modèle de rapport sexuel, ça peut être raté, ça peut être réussi, on s'en fout. Enfin, comme je dis toujours, personne ne vous débriefe à la fin d'un rapport sexuel pour vous demander comment ça s'est passé avec votre femme ou votre partenaire. C'est nécessaire un débrief en cas de rapport? Non, c'est pas forcément nécessaire parce que là aussi, il n'y a pas de note à attribuer. Voilà, faut accepter. On est des humains, donc ça peut être bien, ça peut être moins bien. Moi, je dis toujours, un tiers des rapports doit être complètement raté. C'est la preuve que vous continuez d'innover, d'explorer, de tenter des choses, et c'est tant mieux. Je mets les deux pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut faire ça avec la comparaison avec la cuisine à la maison? Oui. Bien sûr, complètement. Je pense que là aussi, il y a cette force de l'habitude contre laquelle il faut lutter. Là aussi, il y a beaucoup d'études sur la force de l'habitude. Notre cerveau est paresseux, y compris notre cerveau érotique. C'est-à-dire que si vous lui donnez quelque chose de facile à faire, il va choisir la facilité. Et donc, ce qui arrive très souvent dans les couples,
c'est qu'on arrive finalement à un scénario, un script sexuel du couple qui satisfait les deux, qui n'est pas surprenant, qui ne demande pas beaucoup d'énergie mentale, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, parce qu'on s'est recentré sur le minimum nécessaire pour l'un et pour l'autre. Bref, quelque chose de monotone, d'ennuyeux, allez, disons-le, ennuyeux, qui va tout désamorcer. Si on faisait effectivement toujours le même plat à la cuisine, certains le font. Regardez ce que vous mangez à la maison, vous verrez si vous gardez cette notion de... et puis, là aussi... Très parlant, et c'est pour ça que ta métaphore est très bonne, et je la prends souvent, la métaphore culinaire, c'est que très souvent, dans le couple, l'un des deux va vous dire « mais moi j'en ai marre de toujours préparer le repas, pas tant pour préparer le repas, mais que de devoir décider ce qu'on mange. Et quand vous êtes celui qui a la charge mentale de toujours décider ce qu'on va manger, de réfléchir, c'est pesant. Et dans la sexualité, c'est la même chose. Il n'y a pas l'un des deux qui doit toujours décider ce qu'on fait. Il faut que l'autre amène aussi son envie, son désir. Sinon, ça désamorce complètement le cycle du désir. Incroyable, très 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 intéressant. Est-ce qu'on peut parler d'état réversible ou irréversible dans la sexualité quand les choses sont trop avancées? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose de faisable à faire pour revenir en arrière et déconstruire des situations ou en tout cas, quels sont les red flags qui disent là, pas de compatibilité? Oui, alors moi, compatibilité. Par expérience, moi je dirais que dans 95% des cas, il y a des choses à faire et dans 5% des cas, on sent que ça va être bouché. Les 5%. C'est un constat optimiste quand même. Non, parce que franchement, c'est là, pour le coup, on est dans la réalité clinique, quoi. C'est que vraiment. Un constat optimiste, je veux dire, un constat qui donne, qui rend optimiste. Alors, le biais, il y a un biais. Le biais, c'est que je parle des gens qui viennent consulter. Donc, ce sont des gens qui. Biais de recrutement. Voilà. Ouais. Donc, il y a évidemment un biais de recrutement. Alors, c'est encourageant pour les gens qui font la démarche parce que ça montre qu'ils ont fait cette démarche, évidemment, d'aller consulter et de se dire, j'aimerais faire quelque chose. Mais même si ce sont des couples qui sont ensemble depuis 10, 20 ou 30 ans, parce que ça arrive beaucoup, effectivement, moi qui travaille beaucoup maintenant pour les femmes qui ont des cancers, très souvent, on se rend compte, et elles le disent, plus d'une me l'a dit, finalement, c'est une chance dans ma vie de couple, parce que grâce à ce cancer, j'ai eu une consultation de sexologiste que j'aurais jamais fait, et en fait, je me rends compte que j'ai pu retrouver une sexualité qui, avant le diagnostic de cancer, n'était pas satisfaisante. Et aujourd'hui, je suis heureux dans ma vie sexuelle. Donc, c'est très encourageant parce qu'on voit qu'il y a plein de solutions à mettre en place, parce que on ignore les solutions qui sont possibles. C'est vrai que ça paraît toujours ésotérique quand on dit consulter un sexologue, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va me dire que je ne sais pas? En fait, il va pointer les endroits où, sans vous en rendre compte, vous ne cochez pas certaines étapes qui font que ça se passe bien. On pourrait en discuter des heures et des heures. Incroyable. On va finir sur des questions Instagram. J'ai demandé à la communauté Instagram s'ils avaient des questions. Donc, c'est un peu des questions comme ça, un peu pêle-mêle. La sexualité découverte avec une ou un inconnu sera... est-ce qu'elle sera celle que j'aurai avec elle si je me mets en couple avec elle? Non, pas du tout et pas forcément parce que on est beaucoup dans l'expérimentation. Effectivement, quand on se connaît pas, on tâtonne. Alors tout dépend effectivement de la réceptivité de l'un et l'autre. Peut-être que votre partenaire va vous laisser expérimenter ou tenter des choses, mais on est beaucoup dans le tâtonnement et parfois on n'ose pas révéler, dévoiler ce qui nous excite. On choisit pas ce qui nous excite. On choisit ce qu'on fait et d'ailleurs on est responsable de ce qu'on fait. Ça, je le dis pour ceux qui auraient des excitations problématiques, de pédophilie ou autre, par exemple, qui méritent d'ailleurs d'être pris en charge, d'être traités. Il faut consulter pour ça, pour aider ces personnes. Mais à partir du moment où on respecte la loi, on respecte le consentement, on respecte son partenaire, des tas de pratiques sont possibles. Or, on n'ose pas toujours les faire dès le début, justement parce que on se dit que va-t-il penser de moi. Je vous rassure, on n'ose pas forcément les faire après 5, 10, 20 ou 30 ans. Alors je vous rassure ou je vous inquiète, parce que ça veut dire qu'il faut avoir ce petit courage de sortir de sa zone de confort et de dire à son ou sa partenaire et toi, qu'est-ce que tu penserais de ça? C'est se mettre à nu d'accepter de dire ça, parce que ça veut dire que derrière, on se dit... Prise de risque. Prise de risque. Que va-t-il ou tel penser de moi parce que je dis ça? Encore une fois, vous n'avez pas choisi ce qui vous excitait. C'est un petit peu comme la nourriture. Si vous dites à votre partenaire, moi, franchement, j'aime pas, je sais pas moi, le poulet basquez, c'est pas de votre faute. Vous aimez pas, vous aimez pas. Voilà. Certains aiment le camembert chocolat. Mais exactement. C'est OK. Mais bien sûr. La testostérone explique-t-elle la différence de désir sexuel entre les hommes et les femmes? Alors bon, évidemment, on peut pas nier qu'il puisse y avoir un
effet des hormones et effectivement, dans les parcours de transition, on nous décrit souvent effectivement ce qui se passe avec l'impact des hormones. Donc ne nions pas l'impact des hormones. Maintenant, il ne faut pas non plus le surévaluer. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu de bonnes études qui montraient des corrélations, par exemple, entre le désir sexuel et la testostérone. D'accord. La testostéronomie, par exemple, il y a eu des dosages sanguins. Oui, il y a eu des dosages et en fait, on s'aperçoit qu'on peut avoir des taux bas et absolument pas de troubles et inversement. Okay. Et je pense vraiment qu'en matière de sexualité, notre cortex supérieur, notre cerveau, a beaucoup plus d'impact que l'impact des hormones, l'impact endocrinien. Mais excluons quand même les cas extrêmes où les ruptures brutales qui peuvent quand même se manifester, évidemment. Hein. C'est qu'une variectomie va avoir un impact direct et qu'il va falloir... Ou les traitements hormonaux, hein, là aussi, pour repenser. Donc, argument de l'homme, ouais, mais tu comprends, c'est la testostérone pas recevable. Non, il faut oublier cette idée, là aussi. Non, c'est pas que ça. Quels sont ou quel est ton motif de consultation le plus improbable que tu as rencontré entre l'histoire de vie sexuelle d'un couple Alors le plus improbable ou le plus difficile, je dirais, puisque tout à l'heure je parlais des 5% d'échecs de consultation qui portent essentiellement sur les couples où l'un des deux n'a pas du tout envie de changer, voilà, ne veut pas faire d'efforts. Il y a parfois cette incompatibilité sexuelle. Moi, je me souviens d'un couple effectivement assez jeune, qui devait avoir autour de 20-25 ans, où l'un des deux était complètement attiré de façon presque monomaniaque par le BDSM, alors que sa partenaire n'aimait pas ça du tout. Et alors, est-ce que c'est encore une fois mauvaise volonté ou pas, refus d'explorer d'autres sources d'érotisme possibles dans sa personnalité érotique. C'est vrai que lui ne voulait pas envisager d'autres types de sexualité, d'autres aménagements, parce que parfois, là aussi, il peut y avoir des aménagements. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du BDSM, est-ce que c'est acceptable si votre partenaire vous tient les mains, les poignets fermement? Ce qui évoque tout l'univers du BDSM, mais qui n'est pas aussi contraignant, par exemple, que des liens ou des restrictions sensorielles, par exemple. Bref, une fois qu'on a passé en revue tous les aménagements et que c'est complètement refusé, bloqué, et que l'autre, vraiment, on n'est même pas dans la neutralité par rapport à ses pratiques, parce qu'il peut y avoir des pratiques neutres qu'on fait pour faire plaisir à l'autre et s'amuser ou s'exciter de son excitation. Là, on était vraiment dans le rejet et le dégoût. La phobie, ouais. Là, c'est pas possible. Voilà. Là, on fait le constat que non, on ne peut pas avoir une sexualité ensemble qui serait épanouissante. Est-ce qu'il y a des différences entre les plaintes des couples hétérosexuels et des couples homosexuels? Est-ce que la sexualité des couples homosexuels... en tout cas dans ses problèmes, dans ses motifs de consultation, est-ce qu'elle a une différence? Alors, il y a surtout beaucoup de points communs avec effectivement les troubles du désir, le décalage du désir entre l'un et l'autre. Il y en a souvent un qui, comme je dis toujours, recharge sa batterie du désir et arrive au seuil de envie d'un rapport sexuel ou de sexualité avant l'autre. Et donc, il faut gérer ce décalage des désirs. Ça fait partie des choses communes. Mais ensuite, non, ce qu'on peut avoir parfois de façon plus marquée, on va dire, c'est par exemple, et je pense parce que je l'ai rencontré plusieurs fois quand j'avais le cabinet libéral, dans des couples homosexuels hommes, eh bien, il y avait le culte de la performance qui était très fort, une pression de performance qu'on trouve souvent chez les ados notamment, mais ou chez certains hommes d'ailleurs, qui ne se sont pas complètement déconstruits par rapport à ça, par rapport à l'érection. Une pression de performance très forte que j'ai rarement retrouvée dans les couples hétéros, même s'il y a toujours cette inquiétude par rapport effectivement à l'érection. Donc je dirais qu'il y avait ça qui est assez prenant. Et puis sinon, dans les couples lesbiens que j'ai rencontrés, il y a eu peut-être, j'exagère peut-être en disant 2 ou 3 fois, maximum, des couples dans lesquels l'une des deux gardait une attirance hétéro, par exemple, et que c'était difficile à gérer ou à accepter par l'autre. Donc on voit que finalement, ce qui peut poser problème dans un couple hétéro peut aussi poser problème dans un couple lesbien ou gay. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est des choses dissociables les unes des autres, l'amour, les sentiments, la sexualité, etc. Donc tu as pu rencontrer des personnes qui aimaient sur le plan sentimental des filles avec une approche sexuelle plutôt hétérosexuelle. Exactement. Donc, comment gérer ce couple? On en parle beaucoup maintenant avec le polyamour. Et c'est vrai que là aussi, on retombe sur quand vos personnalités érotiques ont des zones d'incompatibilité.
Par exemple, effectivement, l'un des deux qui dissocie très facilement sexualité et sentiment, eh bien, oui, d'accord, mais quid de l'autre? On ne peut pas faire l'impasse sur l'autre. Encore une fois, c'est un terrain où il faut se mettre d'accord. Si on fait souffrir l'autre, comme on dit souvent en psychiatrie, à partir du moment où il y a souffrance, il y a problème. Donc, s'il y a une souffrance, comment on la négocie, comment on la gère dans le couple? Donc là, effectivement, il faut trouver des solutions. Et on va terminer par une question très sympa. La lubrification, est-ce que c'est un ami ou un cache-misère dans leur relation sexuelle? Alors, la lubrification, j'avais fait un QCM justement récemment à un congrès de sexologie francophone. Lubrification exogène, hein, pas la lubrification endogène, naturelle. Oui, ben justement, parce que dans les 4 réponses, j'avais mis la bière comme lubrification. Voilà, évidemment, c'était une boutade. Non, bien sûr, moi je suis pour à 200% pour la lubrification exogène. Je pense qu'effectivement, ça doit être utilisé dans la sexualité habituelle. Les anglo-saxons l'utilisent beaucoup plus. Nous, on l'avait longtemps confiné à la pathologie ou aux pratiques comme effectivement la sodomie, par exemple. On disait, voilà, là, il faut utiliser le lubrifiant parce que ça n'est pas une lubrification naturelle suffisante pour protéger les muqueuses. Évidemment que non, moi, je pense que c'est un ingrédient qui doit faire partie de la sexualité, qui devrait être sur la table de nuit de tout le monde parce que ça facilite la pénétration, ça évite effectivement des douleurs, souvent pour les femmes. Je rappelle que quand on a mal, on arrête. Beaucoup de femmes persistent, continuent. Non, ça c'est un mauvais message à votre cerveau. Il ne faut pas s'étonner que le désir se désamorce. Et surtout, maintenant, on a des lubrifiants alors, qui ont à la fois des couleurs différentes, des textures, des odeurs, parce qu'on peut être sensible, et c'est très important, la sensorialité dans la sexualité, à des odeurs qui sont agréables, pas agréables. Des textures aussi, n'oublions pas les textures, là aussi il y a des textures agréables ou pas agréables. Donc on peut vraiment, on peut pas dire qu'on ne trouvera pas un lubrifiant qui nous convient, quoi. Aujourd'hui, on a un lubrifiant qui nous convient, qui peut nous convenir à tous les deux. D'accord, moi je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas parfois contourner un souci de désir sexuel ? Alors non, parce que on sait aujourd'hui que de même que l'érection n'est pas un bon témoin de l'excitation ou du désir, la lubrification n'est pas un bon témoin du désir ou de l'excitation. D'accord. Il peut y avoir des tas de raisons d'avoir une lubrification bonne, abondante et avoir des difficultés de lubrification, en dehors bien sûr des pathologies, des traitements, ou de l'âge ou de la ménopause si elle n'est pas traitée par un traitement substitutif. Donc il peut y avoir des tas de raisons. Donc il faut complètement décorréler cette idée lubrification égale excitation, manque de lubrification égale pas d'excitation. Non, c'est pas parce que votre partenaire mouille et est complètement lubrifié qu'il faut la pénétrer. Elle peut très bien avoir envie d'autre chose, et d'ailleurs de ne pas avoir envie de pénétration. Et inversement, une partenaire qui n'a pas de lubrification, comme un homme qui n'a pas d'érection, peut malgré tout avoir un désir sexuel et une excitation qui est très forte. Donc il faut vraiment décorréler les deux. Décorréler. Damien, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. incroyable. Autant le parcours, et je pense que ta place médiatique en excite beaucoup et se disent que c'est des choses très très intéressantes. Et puis tes connaissances sur la sexologie qui sont là aussi intéressantes, incroyables, puisque on n'est pas au point et des personnages comme toi nous permettent, via les livres, via les podcasts, de nous enseigner bien des déficits. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime, et puis à ce podcast qui va permettre justement à tout le monde de s'ouvrir davantage. Exactement. Encore. Et puis Sex O'Clock, le podcast que vous pouvez écouter dans les transports en commun pour peut-être faire un petit peu un point sexo avant d'arriver au travail. Merci Maxime. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut. Merci. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.